Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Ça fait 8 mois aujourd'hui que le gouvernement Akhnouch a été nommé par le roi Mohamed VI, puis investi par le Parlement, avant de commencer le travail. Et quel travail! De grands chantiers en perspective à lancer dès cette législature. La couverture médicale universelle, la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, la réforme de l'éducation, les diverses transitions énergétiques et digitales, et d'autres encore. L'un des objectifs premier du gouvernement est également la création d'1 million d'emplois, comme cela a déjà commencé avec les programmes Aourash et Força. Mais il faut dire que tout ça doit se réaliser à l'aune de conditions difficiles, en l'occurrence, comme on le sait tous, la sortie de la crise Covid et ses multiples répercussions, et aussi la guerre en Ukraine et ses nombreuses conséquences. Il ne faut pas non plus oublier cette nouvelle donne de l'économie marocaine, fondée en partie sur la production agricole. Le Maroc se trouve depuis plusieurs années dans une zone de stress hydrique, avec environ 650 mètres cubes par an et par personne d'eau au lieu des 1000 nécessaires. L'économie de l'eau devient donc un enjeu public d'importance pour récupérer les eaux de surface, économiser les eaux souterraines et surtout réduire le gaspillage par la réorientation des activités. Malgré son déficit en communication, le gouvernement est engagé dans ses différents projets avec des difficultés conjoncturelles, structurelles et internationales. Alors, vous allez communiquer et on en parle avec nos invités. C'est Abdeltef Komat, bonjour. Bonjour. Vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II à Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cédric Issaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique, bien connu de cette rédaction, de la même manière que chez Komat d'ailleurs. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, question groupée, planter le décor. On commence par vous, c'est Komat. Alors, entre la crise Covid, la crise Ukraine, la crise de la sécheresse, les conditions ne sont pas bonnes, il faut reconnaître, à ce gouvernement qui n'est pas tombé à la meilleure période. Alors, d'après vous, quelles seraient les priorités ou l'ordre de priorisation des différents chantiers qu'il devra mettre en œuvre au courant de cette législature? En fait, les priorités, il y a des priorités tout d'abord conjoncturelles inscrites sur le court terme et bien sûr des priorités sur le moyen terme, notamment dans le cadre du programme gouvernemental. En ce qui concerne le court terme, je crois que la priorité pour le gouvernement, c'est tout d'abord de boucler cette année avec le minimum en fait, de déviation par rapport aux objectifs en termes d'équilibre, surtout des équilibres macroéconomiques. On sait qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui frôlent le rouge, notamment, évidemment, il y a la compensation. Vous savez qu'il y a toute une politique de réduction du budget consacré à la caisse de compensation. Il se trouve que la loi de finances, il y avait un budget de 17 milliards de dirhams qui est dépassé. Aujourd'hui, on estime à environ 15 milliards de dirhams supplémentaires, avec des risques, parce que personne ne maîtrise aujourd'hui l'évolution des prix qui sont subventionnés par l'État. Et donc, il y a des risques à ce que même ce budget-là soit dépassé. Deuxième chose, sur un plan conjoncturel, c'est l'inflation. L'inflation c'est une problématique internationale. On sait qu'aujourd'hui, pratiquement, la France, qui est un pays voisin, aujourd'hui, ils ont un taux d'inflation de 5,2%. On a combien aujourd'hui nous sommes à 4,4%. En termes de prévision sur 2022, et déjà la France avec 5,2%, c'est estimé positif par rapport à leurs voisins également, ou l'Allemagne qui est avec plus de 8%, etc. Et donc ça, c'est une question fondamentale, d'autant plus que le Maroc a été toujours connu comme un pays qui a toujours maîtrisé son taux d'inflation qui oscillait entre 1 et 1,5% au maximum. Et donc passer de 1,5% à 4,4%, c'est relativement, on fait une avancée très, très importante. Alors, bien sûr, il y a l'effort qui est consenti par l'État pour que cette inflation ne toucherait pas les produits les plus sensibles. On sait qu'aujourd'hui, ce que fait l'État, notamment en matière de soutien des produits énergétiques, les produits de base, etc., mais tout cela, bien sûr, grève sur le budget de l'État. Alors, bien sûr, il y a d'autres priorités, notamment l'emploi. L'emploi, vous l'avez dit, il y a un objectif sur les 5 ans de 1 million d'emplois, mais il y a des objectifs à très court terme parce qu'en parallèle, on perd de l'emploi. Le taux de défaillance des entreprises augmente, le nombre de créations de nouvelles entreprises baisse, et donc tout cela se répercute sur la création d'emplois, d'autant plus que l'État,
On connaît un peu les capacités de l'État en termes de création d'emplois qui aujourd'hui varient entre 25 000 à 30 000 emplois par an, ce qui est prévu au niveau des lois de finances, et le reste, en fait, soit dans des entreprises et des structures existantes, et surtout l'entrepreneuriat. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, pratiquement, c'est un cheval de bataille au niveau du programme du gouvernement, c'est le soutien de tout ce qui est initiative privée à travers différents niveaux. Bien sûr, il y a Aourash, il y a Força, il y a Intelaka, il y a la troisième phase de l'INDH, qui depuis 2018 met l'accent sur le soutien des jeunes porteurs de projets. Et bien sûr, il y a également l'investissement institutionnel, qui soit à un niveau privé à travers la charte d'investissement qui est en cours de finalisation, qui doit aller vers ce rééquilibrage entre l'investissement public et privé. On sait qu'au Maroc fait un peu l'exception. L'investissement public est pratiquement les 3/4 de l'investissement global, alors que la tendance au niveau mondial, c'est que c'est le privé qui doit constituer les 3/4. Et donc la charte d'investissement prévoit ce renversement de situation, mais tout cela, c'est de longue haleine. Et bien sûr, il y a également la continuité, ça c'est un engagement du gouvernement, à continuer l'effort en matière d'investissement public. Bien que l'État il est serré sur un plan budgétaire, mais il s'est donné la promesse de ne pas en fait toucher aux grands projets d'investissement qui sont prévus. Alors, je dirais que la troisième priorité, à part le côté cyclique et le côté emploi, c'est de maintenir l'engagement sur des projets structurels. Donc là également, c'est un engagement de l'État, du gouvernement, parce qu'on aurait pu croire qu'avec ces difficultés, on va renoncer à des projets structurels de réformes stratégiques, notamment la couverture sociale. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le gouvernement insiste sur le fait qu'il maintient le cap en finalisant la couverture médicale 2022, c'est en cours, et puis aller vers les autres pans de la couverture sociale après. Et bien sûr, les autres réformes, la charte d'investissement, la réforme fiscale, la mise en route du fonds Mohamed VI d'investissement stratégique. Donc, toutes ces réformes-là, le gouvernement les maintient comme priorité malgré les difficultés conjoncturelles. Alors, tout ce qui vient d'être dit, Chessaoui, sont des projets importants. Quels sont les plus urgents parmi les importants? Vous connaissez la classification? Oui. En fait, c'est assez difficile de parler après ces comas, parce qu'il a balayé... Je vous le reconnais, oui. Absolument. Mais il a balayé pratiquement toutes les thématiques. C'est pour ça que j'ai dit que tout est important. Est-ce qu'il y a un ordre d'urgence? Il a été exhaustif. Il y a d'abord les grands équilibres macroéconomiques. L'État le reconnaît. Il fait tout pour pouvoir le surveiller. Et nous avons une surveillance qui est assurée par Banque El Maghreb. En ce qui concerne la masse monétaire, il y a un très bon travail qui est fait à ce niveau et le taux d'inflation n'a jamais, c'est-à-dire qu'on a une politique monétaire tellement bien conduite que nous n'avons jamais dépassé les 2 à 3% maximum, sinon même pas 3%. C'est 2 à peu près, même pas 2. Voilà, ce qui est extraordinaire. Aujourd'hui, on est obligé de revenir à ce meilleur sentiment qu'on avait par rapport à la monnaie, par rapport à l'inflation. Il faut qu'on le maintienne. Alors, si on arrive à faire cela, que faut-il faire pour le reste? Alors, pour faire une priorité, on a dit c'est l'inflation, ensuite l'emploi. Alors l'emploi, il y a des projets effectivement structurants qui sont tentés aujourd'hui, mais en fait ce ne sont pas de nouveaux projets. Ce sont d'anciens projets qui étaient là, présents, et qu'on a essayé d'habiller autrement. C'est bien. Força, etc., c'est une question de création d'entreprise, parce qu'on estime que l'insertion par soi-même dans la vie active est le meilleur moyen de lutter contre, le chômage à long terme. Et cette insertion par soi-même, à travers la création d'entreprises, va bénéficier aux jeunes, particulièrement aux jeunes. Alors pour les jeunes, Força, qu'est-ce qu'elle présente? Elle nous présente une initiative où on mobilise 100 000 dirhams et à travers les 100 000 dirhams, on espère pouvoir créer une entreprise avec tout ce que ce mot peut comporter. Ça peut être intéressant si on devait en parler dans le cadre des nouvelles technologies, mais même dans le cadre des nouvelles technologies, il faut qu'il y ait un effet de levier. Il faut que l'État puisse disposer de ressources tellement fortes qui peuvent donner une économie d'investissement, d'inputs par rapport aux individus pour qu'ils puissent y aller.
avec 100 000 dirhams, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Ce qu'il y a, c'est que nous allons pouvoir... Ça peut aller exceptionnellement à 150 000 dirhams. Exceptionnellement, c'est rien du tout. C'est-à-dire que quand on regarde les budgets qui sont consacrés à la création d'une entreprise, on sait que c'est juste une manière d'habituer les gens à dépenser de l'argent pour un objectif donné, celui de créer sa propre entreprise et de s'insérer avec d'autres dans un système reconnu. Alors, est-ce qu'on va avoir les gens qui vont pouvoir faire cela ? Je ne sais pas, sincèrement. Mais en tout cas, il y a un très très fort engouement. Très fort engouement. Là, l'engouement, il est là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a pas d'initiative, il n'y a rien. Força sera la seule initiative qui sera ouverte à ces jeunes et ils vont le faire, ils vont y aller. L'engouement, je n'ai aucune remarque sur la question de l'engouement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ? Est-ce qu'on va pouvoir créer le million d'emplois dont on a parlé tout à l'heure ? Le million d'emplois, c'est les grands chantiers. On est obligé de revenir à des choses qui sont importantes. Et vous les avez citées dans l'introduction de cette émission. Les nouvelles technologies de l'information, c'est véritablement la clé de voûte de toutes les stratégies de développement que le Maroc peut développer. Et si on arrive à intégrer les nouvelles technologies comme étant une stratégie de fond, une stratégie structurelle, on va pouvoir y arriver. Alors, autre chose, c'est la question de la sécheresse. Le Maroc est un pays semi-aride. Il faut qu'on arrête de présenter le Maroc comme étant un climat tempéré, etc. Tout à l'heure, j'ai dit 650 mètres cubes actuellement, mais selon des prévisions, des projections du Conseil économique, social et environnemental, on serait à peu près à 500 mètres cubes en 2030. En 2030, ça veut dire que... Demain, quoi. C'est rien du tout. C'est dans pas longtemps. C'est vraiment le début du process du nouveau modèle de développement qui a été présenté au roi Mohamed VI par l'équipe qui a été dirigée par l'actuel ministre de l'Éducation. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller de l'avant ? Parce qu'en fait, depuis 2022-2023, qui étaient censées des années de transition, des années de stabilisation de tous les déficits, on est en train de les approfondir aujourd'hui. Mais bon, il y a des raisons conjoncturelles aussi. On n'excuse pas, on ne justifie pas, mais bon, il y a une conjoncture qui est là. D'abord, une crise Covid dont personne ne parle plus parce qu'on est tous focalisés sur l'Ukraine. La crise Covid est une crise importante. Elle a changé toutes les habitudes. Elle a changé l'attitude des gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? C'est extrêmement difficile à dire. Alors, il faut que nos acteurs économiques puissent être libérés de cette hantise de ce que sera fait demain, parce que demain, c'est quoi pour nous ? On avait attendu à ce que 2022-2023 soit, comme je l'ai dit, des années de stabilisation pour enclencher justement des années de croissance. Des années de croissance en ce qui concerne les investissements étrangers, qui n'ont pas baissé. Heureusement, ils n'ont pas baissé durant cette période, ils se sont stabilisés eux aussi. Alors, c'est vrai que le capital confiance est intact, puisque les idées n'ont pas baissé, que les transferts de MRE, avec l'envolée de l'année dernière qui se justifie par un certain nombre de raisons Covid, est en train de se maintenir quelque part. Donc, le capital confiance est bon. Mais bon, je vous sais intarissable sur le sujet global, donc on va essayer de saucissonner tout ça et d'y aller sur la santé, sur l'investissement, sur l'énergie, sur l'éducation, enfin, essayer de synthétiser un peu ce que doit faire ce gouvernement qui, encore une fois, sans justifier, sans expliquer, n'est pas tombé à la meilleure période. Alors, Abdeltef Komat, le roi Mohamed VI avait demandé le méga projet de la couverture santé universelle, il avait demandé à ce qu'il soit immédiatement mis en œuvre, ce qui fait à peu près dans les 50 milliards de dirhams à trouver par an sur plusieurs années. Alors, on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, que ça a commencé déjà. On en est où ? En fait, comment ils ont trouvé l'argent ? On est presque à la fin de la première étape, qui est 2022. Donc on sait que la couverture sociale, c'est quatre volets. Donc bien sûr, il y a la couverture médicale, et puis les allocations familiales, il y a la retraite, il y a l'indemnité pour la perte d'emploi. Donc ce qui est prévu pour 2021-2022, c'est la couverture médicale. Et sur ce plan-là, les choses avancent sur différents aspects. Bien sûr, il y a l'aspect réglementaire, l'aspect législatif. Et puis, bien sûr, il y a l'intégration de
pans de population concernée, qui sont au total de 22 millions de personnes, dont les deux grandes composantes sont les travailleurs non salariés, qui est l'opération pratiquement devait prendre fin mai, intégrer pratiquement 3,5 millions et jusqu'à 11 millions avec les ayants droit. Donc c'est une opération bouclée. Deuxième opération, c'est la transformation des ramédistes et de les intégrer dans l'AMO, et qui est prévue à partir du mois de juillet. Donc tout cela, il est canalisé, il est prévu. Et il est réalisé pour ce qui devait être réalisé, ça a été fait. Oui, pour ce qui devait être réalisé, il est réalisé. Aussi bien sur un plan réglementaire, législatif, mais également, je veux dire, organisationnel, parce qu'il y a la dimension organisationnelle fondamentale en termes de structure d'accueil et en termes du système d'information, parce que c'est une opération très, très, très lourde. Alors, ces aspects-là, ils sont avancés. Et bien sûr, il y a le processus d'intégration des populations concernées. Une partie l'a déjà été et l'autre, elle est prévue à partir du mois de juillet. Alors, bien sûr, il y a deux volets très, très importants. Le premier, c'est l'infrastructure d'accueil, parce qu'il s'agit d'une mise à niveau, notamment du système hospitalier, de la formation des médecins, toutes ces opérations qui sont très lourdes et qui étaient également engagées. Et puis, il y a l'aspect financier. Donc, vous avez évoqué l'aspect financier, les 50 milliards, c'est lorsque le système va atteindre la vitesse de croisière. Alors, ce qui est prévu dans un premier plan, c'est pratiquement une enveloppe de 14 milliards de dirhams sur 2021-22. En fait, dont une partie, il est assumé par l'État, parce que l'État, ce qui est prévu dans le cadre de la loi cadre, c'est que l'État va couvrir la partie qui concerne justement ces ramédistes à transformer en amont, parce que ce sont des populations qui n'ont pas les moyens pour justement contribuer à financer le système. Et donc c'est l'État qui va assurer la partie qui incombe à cette population. Là, les lois de finances, bien sûr, ils ont prévu ce budget, que ce soit la loi de finances 2021 ou 2022, qui est la contribution de l'État à hauteur de 8,5 milliards de dirhams, donc c'est budgétisé. Donc l'aspect financier pour ces étapes-là, il est bouclé. Et bien évidemment, il y a toute une stratégie pour l'avenir, pour financer le reliquat, notamment grâce à la réforme de la caisse de compensation. Alors ce qui est prévu, c'est qu'on devrait aller vers la mise en place du registre social unifié, d'accord, qui doit cibler directement les personnes concernées et qui devrait théoriquement faire économiser à l'État une enveloppe de 8 milliards de dirhams par an. Par exemple, pour cette année, au niveau de la loi de finances, on a prévu 16 milliards de dirhams, mais si on avait le RSU, on ne devait budgétiser que 8 milliards. Les autres 8 milliards sont destinés à des personnes qui n'ont pas le droit à la compensation, à la subvention, parce qu'aujourd'hui, il concerne tout le monde. Il y a des niches où on peut gagner de l'argent. Je crois que ce n'est pas, en fait, l'aspect financier, il est important parce qu'il est vital dans ce genre d'opération. Je crois qu'il y a une réflexion, qu'il y a un projet donc qui accompagne le process progressivement. Bon, maintenant, bien évidemment, il faut que tous les éléments, les composants, que ce soit en termes de capacité d'accueil, de structure, de modernisation des hôpitaux. Je retiens que ce qui devait être réalisé a été réalisé. Pour les prochaines années, on ne va pas insulter l'avenir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc déjà, ce qui devait être fait est fait. Alors la question qui fâche d'Essaoui, qui fâche parce que c'est pas l'argent. L'argent, on en a parlé avec Abdel Latif, la formation des RH. Donc on a un déficit chronique en médecins, on a un déficit chronique en paramédicaux. Il y a eu des décisions qui ont été prises, mais comment former plus, former mieux, payer plus, pas payer mieux, payer plus, et éviter donc que les RH s'en aillent. On parle de jusqu'à 600 médecins par an qui quittent le pays. Oui. Mais malheureusement, c'est une hémorragie qui touche non seulement l'économie marocaine, mais pratiquement toutes les économies qui nous ressemblent. Les gens ont plus de facilité à aller s'intégrer dans un système sanitaire comme en France, en Espagne, en Allemagne, etc., où il y a plus. Parce qu'eux-mêmes, ils ont des déserts médicaux. Et ils ne trouvent pas des médecins jeunes qui peuvent s'établir dans certains espaces. Alors ces Marocains, ces médecins, ces cadres qui sont formés ici, chez nous, disons, à des prix exorbitants, aujourd'hui, préfèrent aller vivre ailleurs et s'exporter de cette manière. Alors, comment empêcher, on ne peut pas les empêcher, comment faire en sorte que ces gens puissent rester ici?
il y a un travail de réflexion très lourd qui doit être fait. C'est-à-dire que quand un médecin, on veut le stabiliser quelque part, il faut lui trouver tous les moyens nécessaires pour qu'il reste. D'abord, en termes de rémunération, il faut vraiment Très important la rémunération. Ah sûr. Oui, non. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est devenu médecin ou spécialiste ou je ne sais quoi, ou cadre dans la santé, de dépenser toute sa vie à recevoir des clopinettes. Donc c'est des gens à qui on doit verser véritablement de l'argent, à qui on doit consacrer des primes, et il faut trouver le moyen de le faire. Je pense qu'il y a un travail, il y a une réflexion qui est en train de se construire. J'espère qu'elle va pouvoir aboutir. Pour cela, je pense que la société civile peut jouer un rôle important. Parce que la société civile, qu'elle soit européenne ou marocaine, elle joue un rôle important parce que ce sont des gens qui travaillent dans le silence et qui peuvent apporter des solutions que l'État ne peut pas trouver tout de suite. C'est ça le problème. On n'arrive pas à trouver des solutions. Parce qu'en fait, ces gens, si on veut les laisser ici, ça veut dire qu'on va leur trouver des écoles pour leurs enfants. Ensuite, il faut trouver des moyens. Partout, pas uniquement dans l'axe Qnitra-Jdida. Non, partout. C'est ça le problème. Moi, je pense aux villes qui sont en dehors de cet axe-là. Des villes où les gens se retrouvent dans nulle part. C'est vraiment un désert, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas demander à un médecin qui a suivi plus de 15 ans ou un peu plus de formation de venir s'expatrier dans un territoire où il n'y a rien. Alors ces gens ont besoin d'être pris en charge et que leurs besoins soient satisfaits, au moins sur le plan théorique, et qu'ils puissent justement s'imaginer pouvoir développer leur carrière dans ces territoires-là. Très bien, donc il reste encore beaucoup de travail à faire. De toutes les manières, ce n'est pas une chose qui va être faite dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. C'est beaucoup plus compliqué pour freiner l'hémorragie. Il y a aussi le côté fiscal, peut-être avoir enfin un certain nombre de décisions à prendre. Abdeltef, comment on revient sur les investissements? Vous avez parlé tout à l'heure de Força, mais vous n'avez pas assez parlé à mon goût de la fameuse charte de l'investissement. Vous avez dit qu'il fallait inverser un peu la part privée et publique. Il en est quoi de la charte d'investissement? Elle en est où? Je sais qu'elle est élaborée maintenant, mais elle en est où? Qu'est-ce qu'elle dit essentiellement? La charte, c'est aujourd'hui, c'est un projet. Il est en cours de préparation. Alors, bien sûr, l'enjeu, d'ailleurs, qui a été signifié à l'époque au moment où Sa Majesté a appelé justement à aller vers une charte d'investissement, c'est justement d'aller vers ce rééquilibrage. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, c'est que le Maroc est un des pays au niveau mondial, dont le rapport investissement public et investissement privé est dominé largement par l'investissement public. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je dirais que les pays qui ont avancé dans une première étape de leur développement, c'est plutôt une bonne chose. C'est également pour le cas du Maroc, dans une période de transition, est une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'État, a la vocation de préparer le terrain, justement, pour qu'il y ait cette propulsion de l'investissement privé. Préparer le terrain comment? C'est tout d'abord, bien sûr, en préparant l'infrastructure nécessaire d'accueil, ça c'est du ressort de l'État, en préparant et en modernisant un peu tout l'écosystème, notamment l'éducation, parce que le capital humain elle est fondamentale justement pour attirer l'investissement privé, et donc ça c'est du ressort de l'État, et bien sûr le système sanitaire, etc. Aujourd'hui, c'est le cas au Maroc. Alors, pourquoi aujourd'hui essayer d'inverser les choses? D'une part, parce que l'État n'a pas à jouer ce rôle dans la continuité, parce que c'est un coût, et parfois on est obligé de s'endetter justement pour financer des projets d'investissement, etc. Et puis, je dirais que, et ça c'est un autre projet qui a été déclenché par Sa Majesté, qui consiste à réformer les entreprises et les établissements publics. Alors il se trouve que le travail était également à faire au niveau du rendement de l'investissement public. Il se trouve que le Maroc, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle l'ICOR, un taux de calcul de rendement de l'investissement public par rapport à la norme internationale. Nous sommes à la moitié par rapport à ce que réalise l'investissement au niveau des pays émergents. Et donc, il y a tout un effort à faire pour... Alors, juste pour expliquer aux téléspectateurs, TRIS, c'est l'investissement marginal à consentir pour gagner un point de PIB. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Alors sur ce plan-là, le Maroc consacre un effort important en termes d'investissement public, mais en termes d'impact, en termes de création de richesse ou d'emploi, il est en deçà de ce que devrait être cet effort-là. Donc là, également, c'est un champ très, très important. Donc, en fait, c'est un des chantiers. Lorsqu'on évoque les réformes, c'est la réforme des établissements publics et des entreprises publiques. Là, et c'est un projet sur lequel également le gouvernement travaille. Mais de l'autre côté, il faut que progressivement, on sente que le privé prend justement le relais et progressivement, la tendance devrait s'inverser. Au lieu que ce soit aujourd'hui le 1/4 pour le privé, les 3/4 pour le public, il faudrait qu'à terme, ce soit l'inverse. Alors pour cela, bien évidemment... À terme, c'est combien de temps? En fait, ce genre de changement se fait sur le moyen terme. Ce n'est pas question d'une année, 7 ans, 10 ans. Voilà, disons une décennie. Si on arrive à ce changement, à ce chamboulement au bout d'une décennie, c'est une bonne chose. Alors, bien évidemment, pour cela, il faudrait une charte qui présenterait toutes les conditions en termes fiscaux. C'est pour ça qu'il y a, en fait, je dirais, une interrelation, une interconnexion entre ces réformes. On ne peut pas parler justement de ces chartes d'investissement sans parler de la réforme fiscale. On ne peut pas parler le ministère de c'est pour cela que la tout convergence, cela, il est imbriqué et c'est une réforme globale. Des politiques publiques, voilà. Tout à fait. Alors, on ne peut pas parler d'investissement d'entreprise sans parler d'entrepreneurs. Avec vous, Driss Issaoui, mais comme le temps file, nous en parlerons dans quelques instants après la pause. Allez, c'est parti pour la deuxième partie du débrief. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous parlons donc des grands projets du gouvernement qui en est à son 8e mois après sa nomination. Et nous en parlons avec le doyen Abdeltef Komat de la faculté de sciences juridiques de Casablanca, de Casablanca Inchok, et Driss Issaoui, analyste politique. Driss Issaoui, juste avant la pause, en réaction à ce que dit Abdeltef Komat donc sur l'investissement et sur l'entreprise, je vous disais, avant de créer l'entreprise, il faut des entrepreneurs. Ouais. Et le vice-président de la CGEM, c'est Mohamed Talal, avait dit qu'il était important de commencer par la création de la vocation de l'entrepreneur. Est-ce que nous avons des entrepreneurs ou pas? Parce que c'est bien de créer des entreprises, de faire des incitations fiscales, le foncier, tout ça, mais si on n'a pas d'entrepreneur, vous avez commencé à en parler tout à l'heure sur Força. C'est la chose la plus difficile à faire. Comment voulez-vous créer une vocation qui n'existe pas? C'est extrêmement difficile. Ce qu'il y a, on est en train de travailler avec des supputations. On dit que créer une entreprise est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet à la personne de se valoriser, de s'intégrer et d'être active dans la vie de tous les jours. Alors maintenant, si ces gens ne veulent pas le faire, s'ils veulent travailler dans le secteur public, s'ils veulent être salariés, ça, vous ne pouvez rien. Alors on ne peut pas créer. Mais à mon avis, je pense qu'il y a assez d'exemples dans la société marocaine aujourd'hui qui nous expliquent que finalement les Marocains, c'est de vrais entrepreneurs. Il faut juste leur donner un cadre. Tout à l'heure, c'est Abdeltef Komat qui en a parlé. Les chartes sont créées pour ça. Elles parlent du contexte, elles prévoient des choses, des incentives au niveau de la fiscalité, au niveau de l'investissement, etc. Quand on crée toutes ces choses-là, on peut trouver le moyen d'encourager telle ou telle initiative, tel ou tel jeune. Et c'est là où on fait créer, c'est là où on lance les grandes dynamiques de création d'entreprises, particulièrement de création de cet esprit d'entrepreneuriat et d'entreprise. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est celui qui est complètement... c'est les gens, comme le disait un célèbre économiste, c'est quelqu'un qui s'investit sans compter. C'est quelqu'un qui est dans le... Comment on appelle qui s'investit sans compter, mais qui compte son investissement quand même. Qui compte l'investissement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des idées, qui sont dans la création de cette flamme qui leur permet de créer et d'aller de l'avant. C'est ça le plus important. D'accord. Abdeltef Komat, en fait, vous êtes doyen. Est-ce qu'on n'a pas pensé à créer il y a certains pays dans le monde, en Asie, en Europe nordique, où il y a des modules de création, des simulations, créer un esprit d'entreprise, quoi. En fait, avant de répondre à votre question, je vais aller dans le sens de Cédric. D'une manière, je dirais, scientifique et objective. Nous menons, en fait, depuis maintenant 7 ans,
une enquête qui est en fait une enquête internationale dans le cadre de ce qu'on appelle GEM, Global Entrepreneurship Monitor. Et on compare justement cet esprit entrepreneurial entre en fait une cinquantaine de pays. Le Maroc, à travers notre faculté, on fait partie de ce projet depuis maintenant 7 ans. Alors justement, quels sont les résultats? C'est que le Marocain, en fait, cette prédisposition à entreprendre, elle est là. Elle est pratiquement classée dans la tranche supérieure, c'est-à-dire au niveau de l'intention. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, le Marocain, par essence, est entrepreneur. Mais là, en fait, où il y a la difficulté, c'est de transformer, en fait, cette intention en véritable projet de création. Sur ce plan-là, nous sommes parmi les derniers. Ça veut dire que l'intention existe, mais la transformation de l'intention... Voilà. En action. Alors, bien évidemment, quelles sont les raisons? Il y a tout l'écosystème, bien sûr. Il y a l'écosystème éducatif, bien sûr, où l'esprit entrepreneurial s'enseigne. En fait, il faut former depuis le jeune âge l'enfant à la prise d'initiative. Donc, bon, malheureusement, ce n'est pas très développé au niveau de notre... Je sais que c'est une des priorités au niveau de la réforme, que ce soit aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'enseignement supérieur, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, etc. Ça, c'est très important. Et bien sûr, il y a le système d'accompagnement. D'ailleurs, si vous voyez le projet Força, en fait, il y a 1,25 milliard de dirhams, qui est le budget global, dont une grande partie est consacrée à l'accompagnement. Parce que c'est à ce niveau-là que nous avons la défaillance. On a tendance à dire que l'entrepreneuriat a besoin de soutien financier, mais il a besoin davantage d'accompagnement, beaucoup plus que de financement. Alors, en ce qui concerne votre question, les universités, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un élan au niveau des universités marocaines d'une manière générale, à aller dans le sens de promouvoir l'entrepreneuriat, que ce soit à travers des modules. Nous avons même des masters spécialisés dans l'entrepreneuriat. Nous menons des projets de fin d'études avec notamment des partenaires comme INGES, où l'essentiel de nos étudiants travaillent sur des projets de création d'entreprises. Maintenant, il faut bien sûr, après, les accompagner pour que ces projets soient de véritables créations d'entreprises. Nous avons également des incubateurs. Beaucoup d'universités aujourd'hui installent des incubateurs. On est en fait à l'origine de ce qu'on appelle le statut de l'étudiant auto-entrepreneur, qui est un statut aujourd'hui reconnu au niveau national. Donc les universités sont conscientes de leur rôle en amont, à travers la formation, mais également à travers l'accompagnement. Je crois que ça devrait être un projet national. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, j'ai dit tout à l'heure, s'il s'agit de créer 1 million d'emplois, c'est essentiellement grâce à l'entrepreneuriat. Bien évidemment, tout le monde y contribue parce qu'on sait qu'au niveau de l'INDH, c'est une priorité. Au niveau aujourd'hui, nous avons Intelaka avec les banques, nous avons Aurash, nous avons Força, mais nous avons également la charte de l'investissement pour les investissements à un niveau plus élevé. Je crois que l'université, comme les régions, hier d'ailleurs, il y avait une émission sur Midea qui a consisté justement à présenter l'expérience de la régionalisation de l'entrepreneuriat, où les régions également aujourd'hui sont appelées, justement parce que c'est la vocation des régions. Il y a également les centres régionaux d'investissement. Depuis 2019, leur statut a changé de manière à ce qu'ils aient un rôle de prospection de l'investissement. Ils n'ont pas d'accompagnement sur un plan administratif. Donc moi, je crois que l'élan, il est là. Il y a une prise de conscience. Il faut une convergence en fait d'efforts. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il s'agit d'une part de la vocation, d'une part c'est de la création de richesses. On doit doubler le PIB individuel à l'horizon 2035. Ça passe par de l'entrepreneuriat. On doit créer l'emploi, 1 million d'emplois rien que sur le moyen terme, ça passe par de l'entrepreneuriat. Et donc je crois que c'est une responsabilité partagée. J'ai posé la question, je me suis un peu arrêté sur cette phrase de Mohamed Talal de la CGEM parce que dans notre jeunesse, ça va vous rappeler certainement quelque chose, on entendait quand on parlait de quelqu'un de prospère, de riche, Tajer. C'est un commerçant. Oui. C'est pas la création dans le sens de l'entreprise, dans le sens de la prise de risque. Mais là, maintenant, quand on voit les jeunes, effectivement, il y a du changement. Abdeltef Komad, je reste avec vous. Donc, on passe à l'approvisionnement. Enfin, tout ce qui est la crise qu'il y a en Ukraine nous crée des problèmes aussi bien au niveau de l'énergie. On le voit dans les stations-service et aussi au niveau des céréales, entre autres, et puis le reste, puisqu'il y a une chaîne, donc une cascade, une cascade sur les autres prix. Comment le Maroc fait face à ça? Je vous demande d'être un peu plus rapide, comme ça on avance. Oui, en fait, on s'est rendu compte du poids de ces deux pays au niveau de l'approvisionnement mondial en produits céréaliers. Ouais. On le savait qu'ils étaient des puissances, mais lorsqu'on voit les chiffres aujourd'hui,
ils sont à 30% des exportations mondiales des produits céréaliers. Entre l'Ukraine et la Russie est première. C'était une politique poutinienne, ça, depuis 2007-2008. Voilà. Donc ça, c'est important. Bien sûr, nous sommes touchés, l'Afrique, le Moyen-Orient, parce que c'est des pays consommateurs, en fait, de céréales à grande, je dirais, dimension. Alors, en ce qui concerne le Maroc, aujourd'hui, en fait, le gouvernement rassure que nous avons déjà un stock qui suffit à l'horizon, je crois, septembre-octobre, parce qu'on parle de 5 mois lors de l'intervention du gouvernement fin avril. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle qu'on ait un stock. Alors bien sûr, il y a la diversification des marchés, mais il se trouve que malheureusement, ce n'est pas toujours évident parce que même d'autres puissances, ils sont en difficulté. On connaît la situation de l'Inde. Donc ils sont traversés par une sécheresse et qui ont décidé de limiter leurs exportations, de ne plus exporter. Alors il y a aujourd'hui lueur d'espoir parce qu'il y a des négociations. L'actualité aujourd'hui, donc on a vu l'intervention de certains pays pour justement que les exportations via les ports ukrainiens, bien évidemment avec l'encadrement russe, soient permis. On espère que ça va se dénouer parce qu'il y a des risques au niveau international en termes d'alimentation de produits céréaliers. Alors, ça, c'est pour les céréales. Bon, en ce qui concerne, je crois, l'énergie, la question se pose moins en ce qui concerne l'approvisionnement. Il se pose beaucoup plus au niveau des prix. Bon, heureusement, en fait, l'État a pris l'initiative, et ça, je crois que c'est salutaire, de subventionner tout ce qui est transport public. Parce que ça a des ramifications sur le transport sur les marchandises. Maintenant, bien sûr, les consommateurs directs qui ont leur propre véhicule, ils payent des prix chers. Mais moi, je dirais que c'est le moindre mal. Mais sinon, si on avait répercuté ces augmentations de prix sur le transport public, certainement, ça rejaillirait beaucoup sur tous les produits. On a évoqué tout à l'heure 4,4 d'inflation. Certainement qu'on serait à un taux d'inflation beaucoup plus élevé si les prix des transports publics ont augmenté. Alors, je rebondis sur ça. Si Abdeltef, pour me tourner vers vous, donc, c'est ça, oui. Pour toujours cette question gazière, cette question énergétique, est-ce que ce méga projet qui est en train d'avancer, le gazoduc Nigéria-Maroc, est-ce que justement il est en train d'avancer? Parce que c'est quelque chose qui, même si Abdeltef Khomat nous dit que bon, on n'a pas un problème d'approvisionnement, quoique quand même dans une certaine mesure, là ça nous permettrait d'enlever, d'éradiquer, d'annihiler totalement le problème d'approvisionnement et aussi de prix quelque part, si ça avance. Est-ce que ça avance? Oui, ce qui avance, c'est que la première phase des études a été terminée et le Maroc et le Nigeria se sont mis d'accord. Aujourd'hui, il y a pratiquement tous les pays au pourtour, disons, de l'arc qui a été tracé pour le gazoduc sont d'accord, c'est-à-dire une dizaine de pays, ce qui est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est un gazoduc qui va faire quelque chose d'extraordinaire. On va ouvrir le cœur de l'Afrique sur le bassin méditerranéen, ce qui est énorme. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que tous les pays qui ont un peu de pétrole peuvent se connecter à ce gazoduc et pouvoir justement l'utiliser, que ce soit pour leurs besoins personnels. Et là, on a vu tous les pays qui sont concernés, c'est des pays qui ont des problèmes d'électrification et de développement de leurs industries. Ils utiliseront ce gaz. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ce gazoduc apportera une nouvelle ère en termes technologiques par rapport à tous ces pays-là. Et ça nous ouvrira, quand je le dis pour tous les pays qui ont accepté d'être dans cette initiative, c'est une très belle initiative qui va leur donner des moyens extraordinaires pour préfigurer l'avenir avec beaucoup d'assurance. Les pays qui ont accepté dans cette aventure, c'est quand même une sorte d'aventure. On note que les Russes étaient là, ils ont exprimé leur intérêt et que j'attends toujours. Enfin, je n'ai pas encore vu si les Européens étaient véritablement intéressés. Pourtant, vous le dites, ça amène le gaz du cœur de l'Afrique jusqu'au bassin méditerranéen. Ça devrait quand même être intéressant. Abdeltef Khomat, on reste sur cette question énergétique. Alors, en matière de transition énergétique, lutte contre le réchauffement, l'objectif était de 42% du mix électrique en 2020. Qui sera atteint, dit-on, donc cette année en 2022, puis à 52% qui sera réalisé en 2025, au lieu de 2030. C'est-à-dire qu'on avance encore plus vite que ce qui était prévu. Le gouvernement annonce donc une part des énergies renouvelables dans ce mix électrique de 64,3%.
Avec le trend que nous connaissons aujourd'hui, est-ce que c'est réalisable d'après vous? En fait, oui, ça devrait l'être parce que c'est une stratégie aujourd'hui incontournable et qui est salutaire. Je crois que le Maroc devient une référence. D'ailleurs, une étude qui vient d'être publiée par un grand cabinet britannique, notamment en termes d'attractivité de l'investissement international sur les énergies propres, et qui a porté sur 40 pays, dont des pays très avancés. Le Maroc est classé 16e. Et il est devant beaucoup de pays avancés en termes d'attractivité de l'investissement, parce que c'est une donne très, très importante, parce que ce sont des investissements très capitalistiques. Au-delà de l'investissement national, on a besoin d'investissement international. Et sur ce plan-là, le Maroc se positionne sur le financement international comme un pays très attractif. Donc ça, c'est un volet très important qui nous encourage à aller de l'avant. Deuxième chose, c'est qu'il y a une tendance à la baisse du coût de tout ce qui est énergie propre, qu'elle soit photovoltaïque, qu'elle soit éolienne. Il y a en fait une baisse au niveau du marché international qui varie entre 30 à 50, 60%. Et donc là également, ça encourage le Maroc à aller dans ce sens. C'est peut-être ce qui encourage le gouvernement à revoir ses objectifs pour aller plus vite, parce que peut-être le contexte il est favorable, aussi bien en termes d'investissement international qu'en termes de coûts de ces opérations. Je crois que ce serait une très bonne chose pour aller justement, tout à l'heure, je voulais évoquer la notion de souveraineté, parce que c'est une notion qui a été évoquée par Sa Majesté, et je crois qu'aujourd'hui, c'est un sujet de très grande actualité. Le premier élément, je me souviens, dans son discours, c'était la souveraineté énergétique, alimentaire et médicale, comme premier volet parmi trois volets de développement. Et je crois que sur ces plans-là, on se rend compte de l'importance de la souveraineté alimentaire. Et d'ailleurs, ce qui a émergé au niveau international, c'est ce qu'on appelle l'économie de la vie. Et l'économie de la vie, en fait, il tourne autour surtout du sanitaire et de l'alimentaire. Et aujourd'hui, les pays essayent en fait de reconvertir un peu leurs priorités pour donner justement du poids à ces... Et le Maroc, je crois qu'à travers ses stratégies sur le plan, bien sûr qu'il y a ces conjonctures, notamment sécheresse, etc., mais au-delà de cela, l'agriculture marocaine avance. Alors bien sûr, le côté énergétique, n'en parlons pas, parce qu'avec ces stratégies qui a été accélérée depuis 2016, aujourd'hui, commence à donner des résultats très palpables. Je crois que ce qui est prévu, il est réalisable. Et la solution nucléaire, Driss Issaoui, la ministre de la Transition énergétique, Leïla Ben Ali, en a fait une allusion, comme quoi ce serait envisageable, que ce serait peut-être... Alors c'est un effet d'annonce, c'est une réalité tangible. Théoriquement, c'est faisable. On a déjà un petit réacteur à Mamora ici. À Mamora. Mais je pense que pour le Maroc, pour ce qui est en train de se tracer au niveau des espaces dans lesquels nous vivons, l'énergie nucléaire sera la bienvenue si on arrive justement à le faire de manière équilibrée, de manière maîtrisée. Je pense que ça apportera des solutions extrêmement intéressantes pour l'électrification et pour toutes les autres sources d'énergie que nous n'arrivons pas à capter tout de suite. Et l'énergie nucléaire nous ouvrira des portes extraordinaires. On a oublié de parler d'autre chose, parce qu'on a l'industrie automobile au Maroc. On n'est pas obligé de continuer à développer l'industrie automobile toujours avec les technologies conventionnelles, en utilisant le pétrole comme moteur essentiel pour les voitures. Non, aujourd'hui, on a l'électricité. La voiture électrique sera véritablement l'outil qui permettra au Maroc et à d'autres pays qui vont pouvoir investir dans ce domaine et être parmi les grandes capacités, les grandes compétences au niveau du bassin méditerranéen et surtout en Afrique. Et l'Afrique, nous ne l'oublions pas. L'Afrique, c'est notre continent. C'est là où l'avenir est tracé pour le Maroc et pour d'autres pays. Alors, Abdeltef Komat, nous en arrivons au cœur de votre secteur d'activité qui est l'université. La réforme qui est menée par le ministre Abdeltef Miraoui, elle en est où? Donc tout ce qui est bachelor, tout ce qui est médecine, tout ce qui est refonte, réorganisation, construction d'un ensemble d'infrastructures, où c'est que ça en est? En fait, la réforme avance. Je crois qu'il y a un travail qui se fait sur plusieurs plans. Tout d'abord, en fait, il y a le projet des assises régionales dans le cadre d'un plan accéléré de réforme de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation. Donc, on a bouclé les différentes régions et ça donne en fait un double objectif. Tout d'abord, être à l'écoute des attentes des régions en matière de formation et de recherche. Et puis, pour les universités elles-mêmes, de créer un cadre de rapprochement. Parce qu'il y avait toujours, en fait, ce problème qui était un peu un cloisonnement
entre le milieu socio-professionnel et les universités. Et donc, c'était l'occasion, justement, de rapprocher les deux mondes et d'aller vers des conventions, vers des projets concrets. C'est un volet qui est pratiquement bouclé, qui va donner lieu à une feuille de route nationale sur ce rapprochement. Deuxième volet, c'est une réforme purement pédagogique, qui est également lancée par M. le ministre et qui consiste justement à intégrer ce qui est aujourd'hui demandé au niveau du profil de l'étudiant. Donc, c'est un étudiant qui doit bien sûr avoir des connaissances en fonction de sa spécialité, mais au-delà des connaissances, il faut qu'il ait justement des dimensions comportementales et interpersonnelles, tout ce qui est communication, tout ce qui est langue, tout ce qui est leadership, tout ce qui est travail en équipe, etc. C'est un volet très important pour lequel on est en train de mettre les éléments, aussi bien au niveau contenu qu'au niveau des plateformes, parce que la dimension digitale, il sera très, très, très importante, aussi bien au niveau de la formation comme outil de formation, qui va faciliter notamment un peu la relation avec les étudiants. Nous sommes dans un monde connecté et puis il y a une prédisposition des étudiants à utiliser ces outils. Alors sur ces plans-là, en fait, ce qui est prévu, c'est une mise en forme de tous ces aspects-là avec une entrée effective de cette réforme à partir de septembre 2023 avec de nouvelles générations de formation, mais le gouvernement et le ministère de l'Enseignement supérieur a d'autres objectifs, notamment pour nous aligner sur les objectifs du nouveau modèle de développement, je le rappelle, qui est basé essentiellement sur le capital humain, parce qu'il s'agit d'une transformation dans notre économie qui doit intégrer plus de valeur ajoutée, plus de connaissances, plus de technologies. Et donc l'idée, c'est d'aller vers de nouvelles générations de docteurs, notamment qui intégreraient des langues, d'autres compétences, de nouvelles méthodes d'enseignement, etc. Des réformes également des différents programmes pour les imbriquer aux besoins des régions, parce qu'on est dans la régionalisation avancée. Donc il y a tout un débat qui est aujourd'hui enclenché sous la coupole du ministère avec les différentes parties prenantes. Au niveau des assises, nous avons 4 ateliers. Nous avons les régions, nous avons les partenaires économiques, nous avons tout ce qui est associatif et social, et nous avons la maison interne, à savoir les universités. Et donc ces 4 ateliers ont donné lieu à des comptes rendus qui sont aujourd'hui en train d'être consolidés, qui vont donner une feuille de route nationale. Alors, c'est ça, on va passer de la fin du cursus au tout départ, c'est-à-dire le préscolaire. Alors, on dit qu'une grande partie du cerveau humain est constituée à l'issue des 1000 premiers jours, c'est-à-dire un peu moins de 3 ans. Et le patron de la commission spéciale, le président de la commission spéciale sur le modèle de développement, Chekib Belmoussa, est devenu ministre de l'Éducation, des Sports et du préscolaire. C'est la première fois que le préscolaire entre au gouvernement. Qu'est-ce qu'il devra y faire, sachant que l'INDH a déjà commencé ça en 2018? Le professeur Kormat vient de le souligner. Il faut préparer ces ressources humaines avant même le préscolaire. Il faut leur donner un cadre, il faut leur donner, disons, là où on met un contenu, c'est tout ce qu'on va faire pour le préscolaire. L'apprentissage des langues, des technologies, de la logique, de raisonnement, etc. Tout ça, ça s'imprègne au niveau du préscolaire et il est temps que l'école marocaine revienne à sa meilleure réflexe, mais peut-être prendre d'autres réflexes qui viennent d'autres systèmes qui sont plus élaborés pour préparer une ressource humaine capable de s'intégrer dans la nouvelle stratégie que le Maroc est en train d'adopter pour aller plus loin. Parce que le ministre de l'Éducation nationale et du préscolaire sera comptable de ce qu'il va faire au niveau de ces jeunes-là, de tous ces jeunes pour les 1000 premiers jours, les premiers 1000 premiers jours durant lesquels on forme cette ressource. Et ce sont des gens qui porteront certainement le message et l'ambition du Maroc d'être au devant de la scène. Alors, une dernière question. Pour que tout ce qui a été dit puisse être fait, il faut vivre. Et pour vivre, il faut avoir de l'eau. Or, on a un potentiel d'eau potable dans ce pays de 22 milliards de mètres cubes, dont 18 en pluviométrie et 4 en souterrain, en eau souterraine. On le disait tout à l'heure, on est en stress hydrique. Rapidement, très rapidement, vous deux, il nous reste 2 minutes à peu près. Est-ce que vous préconiseriez un changement, une transformation structurelle de l'agriculture pour essayer d'abandonner un peu les cultures hydrophages? Il y en a beaucoup de cultures hydrophages, même si elles sont à l'export, pour passer à des cultures plus rationnelles. Est-ce que c'est possible d'abord? Est-ce qu'on peut le préconiser ensuite? Moi, je crois que c'est possible. En fait, lorsque tout à l'heure j'ai évoqué l'économie de la vie, bon, il y a la culture céréalière, par exemple, aujourd'hui, qu'on a tendance peut-être à abandonner
pour justement privilégier des cultures d'exportation qui sont plus consommatrices d'eau, à tel point qu'on a commencé à dire que nous exportons de l'eau. Parce que ce genre de produit consomme beaucoup d'eau et peut-être avec une valeur ajoutée relativement faible. Bien sûr, en fait, je crois que c'est des choses qui sont intégrées dans en fait, le plan de développement agricole qui aujourd'hui a pris en fait, l'élan en 2020-2030, mais je crois avec l'évolution des choses, la réalité du terrain aujourd'hui, il y a toute une réflexion à mener pour optimiser parce que c'est une ressource qui devient de plus en plus rare et qui nous pousse justement à aller vers le maximum d'optimisation, prenant en considération la dimension sociale, la dimension économique, la dimension environnementale, mais c'est un des grands sujets pour l'avenir de notre pays. Nous sommes un pays qui a déjà commencé à réfléchir sur l'irrigation. L'irrigation est le passage obligé pour pouvoir utiliser de manière rationnelle l'eau. Pour cela, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça? C'est-à-dire la transformation de l'eau usée en eau potable ou utilisable pour l'agriculture. C'est les stations de traitement d'eau usée, traitement tertiaire des eaux usées, qui est en train d'être fait. On a fait quelques-unes au niveau d'Agadir, d'autres à Casablanca, à Dakhla, etc. Parce qu'en fait, il faut faire du dessalement de l'eau de mer, il faut utiliser l'eau déjà usée, il faut savoir pouvoir l'utiliser et le répartir de la manière la plus équitable et la plus rationnelle possible. Quitte à doucher vos espoirs, nous sommes à peu près à 500 millions d'eau récupérée, des eaux usées ou de dessalement, avec un objectif qui sera atteint d'1,5 milliard. Donc on est très loin. La solution passe par la sensibilisation et le défaut de gaspillage. Donc avec tous ces projets qu'il y a à faire, on va encore une fois souhaiter bon courage à ce gouvernement qui n'est vraiment pas tombé à la bonne période. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.